J'ai commencé par cette image que j'ai prise le 16 septembre, il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai une demi-heure, j'ai essayé de calibrer le nombre de transparents pour tenir, mais je me connais. Donc c'était pris tout près de chez moi, Villeneuve d'Ascq, pas très loin du campus. Le 16 septembre, disais-je, au lever du soleil, donc vous pouvez apprécier, a priori on n'imaginerait pas que c'est dans le nord de la France. Le 16 septembre, c'était le jour de la pollution, de la qualité de l'air, la journée nationale de la qualité de l'air. Et si vous regardez ce premier graphique en haut, il vous présente les PM, donc vous êtes pratiquement tous familiers avec cette quantité mesurée au sol. On parle bien de la qualité de l'air. Je prendrai un peu de hauteur ou un peu d'altitude juste après. C'est juste à la surface, et vous voyez en effet le jour de cette journée nationale de la qualité de l'air, on a eu un événement pour marquer ça. On a bien eu un pic de particules PM2,5, donc c'est parmi les plus petites. Donc c'est la figure du haut. Donc vous voyez la série temporelle sur une dizaine de jours. Il y a eu d'autres pics. C'est une période de début septembre, mi-septembre jusqu'au 22 qui était assez particulière. Mais il n'y a que des périodes particulières qui se suivent. Elles ont des caractéristiques différentes, c'est tout. En bas, c'est l'épaisseur optique mesurée par un photomètre qui était juste sur le toit de l'université, pas très loin, et qui montre également, j'ai mis juste la journée particulière, qui montre effectivement un phénomène similaire. La différence entre les deux, c'est que ça, c'est une quantité qui intègre sur toute la colonne d'atmosphère, alors que la première en haut, c'est juste ce qui se passe à la surface. Et ça, c'est un instrument automatique, et ça, c'est Calitou que j'utilise de temps à autre, et qui, en effet, j'ai eu la bonne idée de m'en servir ce jour-là, et qui montre qu'en effet, on a des contenus en particules, pour ceux qui sont familiarisés avec cette épaisseur optique, qui ne sont pas classiques, et puis des tailles de particules sur l'autre axe qui ne sont pas petites. Donc c'est une signature de particules de pollution. Voilà. Puis c'est assez cohérent avec ce que voit un photomètre de référence. Alors, d'où viennent toutes ces particules? On peut parcourir quelques milliers de kilomètres. Et en cette période, ça sera une partie de mon sujet de présentation aujourd'hui. Il y a, vous le savez tous, eu des gigantesques incendies de forêt sur la partie ouest des États-Unis, donc en Californie. Donc vous avez une illustration ici, on devine à peine le soleil. Et sur la figure en haut à droite, vous voyez encore une petite série temporelle qui illustre à partir du 5 ou du 6, donc une augmentation très importante de cette épaisseur optique, ou transmission atmosphérique qui décroît fortement et qui s'élève à des valeurs assez importantes qu'on rencontre rarement chez nous. Moi, je n'ai pas rencontré des valeurs aussi élevées en France. Voilà, 4, 5 ou 6, mais c'est vraiment un événement exceptionnel. Enfin, exceptionnel. Peut-être pas si exceptionnel que ça, finalement, si on considère l'ensemble de la surface. Donc, vous voyez une série temporelle, quelques jours. Ce n'est pas un phénomène qui est ponctuel, comme ce que je vous ai présenté juste avant. Ça a duré, vous savez, plusieurs semaines et ce n'est pas tout à fait terminé. Si on revient à Lille, on regarde la même série temporelle, avec un peu, quelques journées. Vous voyez les fluctuations, un premier pic vers le 11 septembre. Ça reste à des niveaux quand même supérieurs à la moyenne climatologique lilloise. Et puis ça remonte le 16, c'est ce que je vous présentais juste avant. Voilà, il y a des variations, il y a des fluctuations. Il se passe beaucoup de choses dans l'atmosphère. C'est parfois décelable depuis des mesures de qualité de l'air au sol. Parfois, c'est moins décelable parce que ça n'affecte pas ou partiellement la surface. Tout est possible. Donc pour étudier ces aérosols, ce qu'on cherche à faire à Lille et ailleurs, Jean-François Léon, dans son laboratoire, avec d'autres méthodes, ou parfois même des méthodes identiques, s'attache à atteindre ces particules, à les mesurer, à les connaître. Donc on développe des moyens d'observation qui nous permettent, c'est l'objectif, de connaître de mieux en mieux ces particules. Alors autant il est, je ne vais pas dire facile, mais plus directement accessible de les prélever, de les emmener au laboratoire et de les regarder sous le microscope qui va bien,
et de les identifier avec des techniques que les chimistes connaissent, diverses. Nous, on cherche à le faire à distance. Et donc, on fait ce qu'on appelle de la télédétection. Donc, Callitou est un exemple d'outil de télédétection, à vertu pédagogique, mais pas seulement, je pense. Donc, ces moyens de télédétection sont vraiment très puissants à l'échelle locale, mais on cherche toujours à les perfectionner. Donc, vous avez ici, la figure de droite, on en parlera plus tard. Vous avez ici ce qui était perçu par un photographe sur la côte ouest. Donc, vous avez vu près de San Francisco, une épaisseur optique qui était très importante. Vous m'entendez toujours? Bon, peut-être un problème de batterie, je ne sais pas. C'est revenu. Voilà. Ça, c'est ce qu'on perçoit près des sources, de cette source gigantesque. Ça, c'est ce qu'on percevait plus modestement à Lille, quelques jours après, enfin, c'est pas immédiatement, il y a un peu de temps de transport entre les deux, avec un soleil qui a une coloration déjà qui laisse penser que la composition atmosphérique de l'atmosphère lilloise n'est pas habituelle, et puis déjà des niveaux d'épaisseur optique que j'ai montré rapidement avant, qui sont au-dessus de la moyenne climatologique. Moyenne climatologique que l'on peut, par définition, connaître dans la mesure où on effectue régulièrement des mesures. Alors, prenons un petit peu de hauteur, et je pense que Jacques, sur la partie spatiale, il illustrera beaucoup mieux que moi un peu plus tard, mais sur cet événement particulier, vous êtes ici revenu sur la partie nord-ouest américaine, avec ces panaches très impressionnants de fumée, de particules, de gaz et de particules qui contiennent beaucoup de carbone, particules absorbantes issues de la combustion. C'est transporté au gré des déplacements des masses d'air, donc de la météorologie, de la circulation à grande échelle. Et ça, ici, c'est la photographie acquise par un satellite MODIS, que vous connaissez aussi, je crois, qui est au-dessus de l'île. Donc vous voyez le cercle rouge qui vous indique via la légende, donc l'île. Et on ne voyait pas bien la surface. On voyait quand même qu'il y avait un trouble dans l'atmosphère qui était tout à fait lié à un transport de ces panaches de fumée à longue distance. Alors une épaisseur optique de 7 au moins, parce que là, c'est la limite de mesure de l'instrument. À partir du moment où le disque solaire n'est plus perceptible, le photomètre ne peut plus rien nous dire. Il est très probable que les valeurs aient été plus élevées. Et donc 7 au moins, et à Lille, il nous reste 0,3 à 0,5 d'épaisseur optique, quelques milliers de kilomètres plus loin. Ce n'est pas une quantité négligeable du tout, c'est une quantité qui est quand même assez importante. La moyenne climatologique à Lille pour la même longueur d'onde est de l'ordre de 0,15 ou 0,17. Voilà, donc l'idée, c'est de visualiser ce qui se passe, pas seulement en surface, la qualité de l'air, pas uniquement sur la colonne avec un photomètre, mais aussi avec plus de détails. Donc j'ai souhaité aujourd'hui essayer d'imager un peu l'atmosphère dans son ensemble, en tout cas sur une épaisseur un peu plus importante, de l'ordre de 16 km, même si l'essentiel se passe dans les 12 premiers kilomètres pour ce dont je parle ce matin. Donc vous avez aussi en haut une série temporelle de signaux en fait, qui proviennent d'un laser, qui envoie donc son faisceau laser vers le haut. Et puis vous voyez le système sur la photo ici, à droite. Et puis on recueille le signal de retour qu'on mesure grâce à un télescope, etc. Et on peut, au cours du temps, puisqu'il fonctionne en permanence, visualiser ce qu'il y a sur la colonne de l'atmosphère. Et on peut identifier, alors ça va du 10 septembre au 17 septembre, en gros, pour la portion présentée ici. Vous voyez beaucoup de choses. L'échelle de couleur est en fait proportionnelle, en gros, à la quantité de particules, à la concentration de particules, si vous voulez, pour le dire simplement. Donc plus c'est rouge, plus c'est dense en particules. Voilà, c'est un laser, un lidar qui nous permet de visualiser tout ça. Donc vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup de particules, alors parfois quelques nuages.
mais souvent beaucoup de particules présentes. Des particules en provenance... alors, on cherche, quand on les détecte, là, c'est une belle image en couleur, mais qu'est-ce que c'est? Il faut les identifier. Pour ça, il faut qu'on analyse plus finement l'ensemble des mesures qui sont disponibles avec ce genre d'instrument. Vous avez sur la partie basse ici, trois graphiques qui vous montrent ces profils en fonction de l'altitude. Ça, c'est ce qu'on appelle l'extinction. C'est quelque chose qui est très proche de l'épaisseur optique que mesure le photomètre, sachant que le photomètre, lui, va intégrer sur toute la colonne. Et on identifie, c'est pour un moment particulier, c'est un profil à un moment particulier, vers le 11 septembre. Donc vous voyez quelques couches qu'on a, voilà, on s'est focalisé sur ces couches, on s'est du coup essayé de trouver les caractéristiques des particules qui se situaient à ces altitudes-là. Grâce aux informations, je ne vais pas donner le détail de la démarche, je peux vous répondre après si vous avez des questions. On a essayé de déterminer les propriétés, certaines propriétés, celles qui sont physiquement accessibles avec les informations disponibles, de ces particules. Vous avez ici quelque chose qui représente un spectre dimensionnel, avec les différentes couleurs pour les différentes altitudes dans cette couche qu'on a sélectionnée. Et puis on exploite, et puis on estime qu'on est à des dimensions de particules de l'ordre de 0,20 micromètres. En gros, je ne mets pas de barre d'erreur, mais vous êtes conscient qu'il y a une incertitude là-dessus. Mais on a cette information. La concentration en particules par centimètre cube, ici exprimée, est de l'ordre de 400 à 500 particules par centimètre cube. Avec certaines hypothèses, on peut aussi déterminer la masse par unité de volume, qu'on appelle au sol PM, à ces altitudes-là, de l'ordre de 30 microgrammes par mètre cube. Je ne sais pas si vous avez gardé en mémoire les valeurs que je présentais ici. Voilà, on est souvent en dessous de 20. Et là, on a un petit pic de pollution qui était monté à 60 microgrammes par mètre cube pour des particules de type PM2,5. On est dans la même catégorie, on a des petites particules. Et je vais un peu trop vite, pardon. On a des petites particules et on peut estimer cette masse. Voilà. Je m'arrête là pour ce transparent. Alors, voilà, comment être sûr que ce soit bien des particules qui soient donc en provenance qui soient donc dans un panache en provenance de Californie, donc de fumée issue de la combustion de biomasse. Pour ça, il faut étudier les caractéristiques, les détails des informations fournies par cet instrument. Et il y en a une autre que je vous montre ici, qui a été introduite dans cette instrumentation très récemment, qui est la mesure de la fluorescence. Donc c'est vraiment un sujet de recherche que je vous présente là. C'est des résultats très récents, mais c'est l'occasion de partager ce qui se fait aussi dans la recherche tous les jours. La fluorescence, vous envoyez, je pense que vous connaissez, vous excitez un milieu ou une molécule, un objet, et puis vous regardez le rayonnement qui en revient. Là, ici, on envoie ce laser, en fait, est multilongueur d'onde. Il a une émission à 355 nanomètres, donc dans l'UV. Et certaines particules, donc ça génère de la fluorescence induite, donc qui est mesurée, qu'on a mesurée ici pour la première fois. Et ces signaux de fluorescence, en fait, sont souvent émis à la longueur d'onde où on mesure la fluorescence, à 460 nanomètres, ici, par des particules qui sont très chargées, enfin organiques en fait. Donc ça correspond assez bien à des particules issues de phénomènes de combustion. Alors ce qu'on voit, ce qu'il faudrait, c'est avoir les deux en même temps pour essayer d'interpréter, d'identifier. Donc j'ai remis en haut la première série temporelle que je vous indique, qui vous indique si c'est plus ou moins dense en particules, grâce à la lumière du laser, mais pas de fluorescence, diffusion élastique. Et en bas, le signal renvoyé par fluorescence. Eh bien, on voit que, étonnamment, lorsque par ici, on a un signal important rétrodiffusé par l'atmosphère, qu'on a identifié après comme étant des particules d'origine saharienne, on a vérifié, on n'a pas de fluorescence particulière. En effet, c'est des particules d'origine minérale, sauf si elles sont polluées par des aérosols carbonés, ne vont pas réémettre une fluorescence. À l'inverse, des couches d'altitude qu'on peut voir ici, et surtout ici, sont très
Donc on émet beaucoup de fluorescence. Donc comme ça, vous voyez, petit à petit, on arrive à dire que ces particules ici sont plutôt des particules d'origine minérale, les autres plutôt organiques. Et de fil en aiguille, on arrive à identifier, jusqu'à un certain point, ces particules. On a d'autres outils ensuite qui nous montrent que la trajectoire des masses d'air qui arrivent est passée aussi près des zones sources. Donc ça aide à vérifier, mais ce n'est pas une preuve définitive. Et puis sur la colonne d'atmosphère qu'on considère, on peut tout à fait avoir des gammes d'altitude qui correspondent à des masses d'air qui viennent d'une certaine région, et un peu plus haut, ça vient d'ailleurs, donc on peut avoir des situations très complexes, comme celle qu'on a à ce moment-là, avec ici un flux de sud qui nous apporte des particules d'origine désertique, et un peu plus haut, avec un flux d'ouest, des particules qui viennent de beaucoup plus loin. Alors, je voulais vous illustrer un impact, ça a été publié. Bon, on le sait, hein, mais c'est bien de le montrer. Alors, ce n'est pas sur cet événement qu'on a fait cette étude, mais on a estimé, en fait, on a essayé de voir quel était l'impact de la présence dans l'atmosphère d'une couche de particules de fumée, en fait, hein, donc qui contient beaucoup de brown carbon ou de black carbon, de particules bien absorbantes. Quel est l'effet de l'absorption produit au niveau d'un profil de température de l'atmosphère? Donc le rayonnement solaire est absorbé par ces particules et il est réémis sous forme de radiation dans l'infrarouge. Et donc ça constitue en quelque sorte localement un émetteur de chaleur, un radiateur. Et est-ce que ça affecte le profil de température? C'est ce qu'on a constaté ici pour la gamme de température qui est la gamme d'altitude, qui est à peu près ici. Vous avez ces différents graphiques, ces différentes courbes correspondent à des radiosondages. Donc c'est des lâchers de ballons, vous connaissez, qui profilent les paramètres météo. Et on voit que la température, en fonction de l'altitude, présente ici une augmentation dans la gamme d'altitude où l'on sait que étaient présentes des particules absorbantes. Donc c'est une preuve, ça montre l'impact sur le profil de température de l'atmosphère, de ces particules absorbantes. Si vous aviez eu des particules d'une autre nature, des particules d'origine volcanique par exemple, soit des cendres volcaniques, soit des sulfates issus des gaz éjectés par les volcans, vous auriez eu une conclusion assez différente, puisque ces particules d'origine volcanique auraient peu absorbé. Donc ça, c'est un phénomène que nous avons commencé à étudier, qui s'est produit il n'y a pas si longtemps. Donc les résultats sont partiels, ça va donner lieu à des publications, et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Alors quelque chose que j'avais transmis à Daniel en janvier, puisqu'on s'était vu, je ne sais pas si ça a été diffusé, c'était un petit résumé, donc ce sera très court, mais c'était un autre événement très très important pour le continent australien. Il s'est produit dans le sud de l'Australie avec encore une quantité impressionnante de particules qu'on peut voir d'un peu plus près ici, avec les points rouges qui matérialisent les sources, les points chauds. Voilà ce que nous apporte le satellite. Et la série temporelle d'épaisseur optique, il y avait quelques photomètres dans cette région, gérés par nos collègues australiens, qui montrent des valeurs extrêmes aussi, et qui ont duré très, très longtemps. Donc en termes de distribution en taille, vous avez sur ce graphique, pour une journée en particulier, la variation spectrale de l'épaisseur optique. Et là, je ne rentre pas dans le détail, mais l'ensemble des mesures réalisées par un photomètre permet d'atteindre la distribution en taille que je vous ai présentée ici, et pour laquelle on voit de manière évidente un mode fin très très prononcé. Encore une fois, ces particules émises par la combustion de biomasse sont génératrices de très petites particules. Pas uniquement, mais c'est principalement ça qui se passe. Et un contraste saisissant entre la même région, dans un moment clair, sans aérosols, enfin il y a toujours des aérosols, mais peu, et puis une situation extrême où voilà, la surface n'est absolument pas visible. Donc c'est assez étonnant.
Et donc la qualité de l'air, puisque c'est quand même le gros problème, en l'occurrence ici, des niveaux de 400 microgrammes pour des PM2,5, des niveaux de 400 microgrammes pendant des durées assez longues ont été mesurés au sol. Donc, en effet, ce sont des conditions vraiment dangereuses pour nous. Alors, on est parti en Australie, on va revenir dans le nord, en Europe. Donc, vous avez eu un printemps compliqué. Tout le monde a eu un printemps compliqué. Confiné chez nous, beaucoup de choses ont changé et on s'est posé la question assez vite, est-ce que tout ça change quelque chose sur les conditions atmosphériques, sur la composition atmosphérique, pardon. Donc c'est des questions qu'on s'est posées ou qu'on nous a posées. On a certaines réponses, on n'a pas toutes les réponses, il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude. Évidemment, on peut commencer par analyser une première série de données qu'on a, parce qu'on a la chance d'avoir un instrument automatique qui donne des mesures. Après, il faut se rendre compte que la météo joue un grand rôle dans les conditions finalement d'existence, de maintien, de résidence des polluants. Donc l'analyse est un petit peu plus compliquée et un peu moins immédiate. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas voulu faire de commentaires sur quoi que ce soit avant d'avoir commencé à réfléchir à tout ça. Ça n'a peut-être pas été le réflexe de tout le monde. Donc pour ma part, je ne fais pas ce genre d'études sur la qualité de l'air, c'est-à-dire sur la qualité de l'air, c'est-à-dire vraiment sur les mesures au sol. Je fais ça dans le cadre du réseau Aéronet. Et sur une partie de ce réseau, on a regardé sur la partie Europe. En fait, on a regardé partout, mais on s'est focalisé sur l'Europe. Donc sur des quantités qui sont mesurées par ce type d'instrument. D'autres collègues, d'autres communautés qui s'intéressent à la composition de l'atmosphère font ça au niveau du sol avec des mesures, des instruments, des techniques différentes. Et ils ont une approche, une analyse complémentaire. Ici, je vous présente des choses qui sont relatives à la colonne d'atmosphère, donc ce qu'on mesure avec un photomètre. Les conclusions peuvent être, vous verrez les premières conclusions qu'on tire et les limites qu'on a et ce que peuvent apporter les mesures complémentaires. Donc chaque technique a évidemment ses limites, c'est l'ensemble qui permet de mieux comprendre ce qui se passe. Alors on s'est posé les questions. Quelles sont les tendances observées au printemps ? Voilà, on a un printemps particulier où beaucoup de choses s'arrêtent. On va le comparer à ce qui se passe l'année d'avant. Pourquoi pas, au même moment. Mais avant ça, je pense qu'il faut regarder les tendances de fond. Est-ce que sur 10-15 ans, il y a des diminutions, des augmentations sur tous les points accessibles? Ça, j'avais un peu présenté des résultats de tendance à l'échelle globale il y a 2 ans. Donc c'est la première question qu'on peut se poser. Comment on se situe? Se rappeler des tendances. Est-ce que c'est en train de diminuer? Bon, si c'est en train de diminuer, ça va peut-être pas évident de constater que cette année, c'est aussi plus bas, c'est peut-être dans la tendance. Par contre, si c'est en train d'augmenter dans certaines régions et que d'un seul coup c'est plus bas, c'est peut-être en effet lié à cette réduction d'activité. Voilà, on se pose des questions. Est-ce que l'épaisseur optique est plus petite? En moyenne, sur ce printemps, site par site, est-ce que la dimension des particules change? Je rappelle qu'il s'agit de particules intégrées sur la colonne. Notre activité influence ce qui se passe en surface, mais je vous l'ai montré juste avant, l'atmosphère ne se résume pas à la surface. Il y a des colonnes avec parfois des dizaines, quelques kilomètres de particules. Donc l'épaisseur optique intègre tout ça. Donc il faut avoir conscience de tout ça. Alors, on a réussi quand même à continuer à faire fonctionner ce réseau qui s'appuie sur différents pays, donc avec différentes contraintes, mais bon, c'est resté fonctionnel. Et on a fait ces premières analyses. Je montrerai que quelques graphiques. On va commencer par en haut à gauche. Les tendances. Donc, vous avez une tendance sur 10 ans. En fait, sur certains sites, on a jusqu'à 20 ans de recul. On a ici présenté pour 3 villes, Lille, je ne sais pas pourquoi, Leipzig, qui est en Allemagne, et puis Potenza, qui est en Italie. Donc on a 3 endroits différents d'Europe.
et des tendances que vous pouvez voir ici sur l'épaisseur optique. Chaque point, c'est la moyenne de l'épaisseur optique qu'on a calculée proprement sur cette période du 17, enfin, en gros de mi-mars à mi-mai. Donc on voit que sur l'île, depuis plusieurs années, en moyenne, on diminue. On a des épaisseurs optiques plus faibles au printemps. C'est un peu la même chose sur Leipzig. Sur Potenza, voilà, cette tendance elle est un peu moins évidente. Donc on a fait ça sur toutes les stations qui avaient au moins 10 ans de fonctionnement. Et vous avez la carte en haut avec un code de couleur qui est le suivant. Quand c'est vert, c'est qu'on a effectivement une tendance à la décroissance, comme on peut le voir pour Lille et Leipzig. Quand c'est rouge, bon, il n'y a qu'un point, voilà, c'est pas... Hein. Et puis sinon, voilà, la tendance n'est pas nette, donc on ne dit rien. Voilà, donc on a en effet une tendance de fond à ce que cette épaisseur optique décroît. Ça, c'est la première chose à avoir à l'esprit avant de faire une conclusion sur le printemps de l'année 2020. Est-ce que 2020 est l'année où l'épaisseur optique est la plus faible? Alors, vous pouvez voir pour ces 3 sites, ben non, à Lille, ce n'était pas en 2020 qu'on avait le moins de particules vues à travers l'épaisseur optique. Peut-être qu'à Leipzig, c'était le cas. À Potenza, ce n'était pas du tout le cas, etc. Donc, quand on compare à la valeur moyenne, voilà, on retranche à 2020 la valeur moyenne calculée, son climatologique, sur 10 ou 20 ans, selon les sites. On a cette carte. Donc, on a un certain nombre de sites pour lesquels, effectivement, on est au-dessus, et d'autres, on est en dessous de la valeur moyenne. Et puis, on a fait pareil avec la valeur mine. Et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de sites pour lesquels 2020 est pas systématiquement en dessous. Donc le minimum s'est produit à une autre période. Alors voilà, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait au départ, mais on doit se rappeler que c'est une épaisseur optique et qu'elle concerne toute la colonne de l'atmosphère. Et donc il faut qu'on raffine cette analyse. Pour la raffiner, il faut essayer de se rapprocher de la couche limite, c'est-à-dire déterminer l'épaisseur optique ou le coefficient d'Angstrom, en tout cas des grandeurs optiques, pour ce qui nous concerne, qui sont relatives à la couche limite, plus proche de ce qu'on appelle la qualité de l'air. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut envisager. On ne peut pas le faire avec un photomètre, on peut le faire avec un lidar et un photomètre. Alors, il y a un certain nombre de conclusions qui sont rappelées ici. Il y a le 3e point ici, qui est SSA, c'est l'absorption. Donc on a aussi la possibilité d'évaluer l'évolution possible de l'absorption des particules. On l'a fait, on n'a rien vu de particulier. Et c'est un peu confirmé par des analyses au sol qui ont été faites, d'autres capteurs, des mesures d'absorption, qui n'ont pas vu d'effet particulier sur les sites qui disposent de cette information. Alors, les limitations, je vous l'ai dit, donc, on a regardé de manière un peu climatologique, on n'a pas vu on a vu des tendances de fond, donc c'est plus bas, c'est peut-être juste dans la tendance, c'est peut-être moins que ce qu'on aurait pu extrapoler à partir d'une loi de tendance. Le confinement a pu affecter certainement, ça c'est les émissions locales, mais ce qu'on a vu, nous, c'est plus que ce qui est au niveau local dans la couche limite, c'est ce qu'il y a au-dessus aussi. Et au mois de mai, les instruments comme les lidars ont montré qu'il y avait beaucoup de transport de particules désertiques, donc on est influencé par ça. Donc il faut qu'on arrive à déconvoluer, en tout cas nous, avec nos instruments, ce qui se passe dans la colonne d'atmosphère pour aller plus en détail et séparer ce qui vient, ces sites urbains et ces sites un peu plus ruraux, qui sont a priori moins affectés, un peu moins affectés. Voilà, ça fait partie des choses qu'on va continuer à faire. Et il y a eu d'autres communautés qui font ça avec des mesures locales au sol de qualité de l'air ou de mesures de chimie de l'atmosphère. J'ai quelques transparents, extra transparents que je peux vous montrer plus tard si vous voulez, mais là, je n'ai pas assez de temps pour vous montrer ça. Je voulais donc faire un point là-dessus, parce qu'on voit des choses, mais ce n'est pas si simple d'analyser ces résultats. Il faut faire attention à la méthodologie, bien sûr. Et donc, je voulais aussi terminer par
par revenir dans un milieu plus propre, avec des manips, des mesures qui sont faites sur un bateau, qui est un bateau français qui navigue plutôt dans l'océan Indien, qui est le Marion Dufresne. Et on a confié, depuis plusieurs années, on confie un Callitou à des jeunes scientifiques ou ingénieurs qui s'intéressent, enfin qui vont passer une année sur un site, sur une île perdue outre-mer de France. Et là, en l'occurrence, vous avez le Marion Dufresne. Vous avez donc quelques points ici que j'ai représentés qui montrent les mesures d'épaisseur optique faites par Cécile en novembre 2019. C'est l'hémisphère sud, donc la Réunion, jusqu'à l'île d'Amsterdam, où était sa destination finale pour une année, avec une équipe de scientifiques qui réalisaient plein de mesures. Donc vous voyez les niveaux d'épaisseur optique, 0,05, 0,04. On a changé de domaine, on est dans un autre extrême. Et donc vous voyez des mesures manuelles, quelques mesures. Alors cette idée, elle n'est pas nouvelle, hein. Le Marion Dufresne, c'est un bateau qui vous avez un petit peu son historique de navigation ici sur plusieurs années. Le réseau Aéronet emploie des instruments manuels qui ne sont pas des Callitou, mais des microtops qui sont beaucoup plus chers et qui marchent finalement pas beaucoup mieux qu'un Callitou, à peine. Et c'est donc un certain nombre de collègues à qui on confie sur des navires de marchands ou bien des navires scientifiques un instrument et ils s'engagent à faire une mesure de temps en temps. Et accumulé ici, vous avez une carte d'épaisseur optique sur plusieurs années, hein, ça fait peut-être 10 ou 12 ans, où on voit les épaisseurs optiques mesurées sur l'océan. Alors pas partout, mais voilà. Donc l'épaisseur optique, évidemment, l'échelle a disparu. Évidemment, quand c'est très bleu, c'est très peu. Et on reconnaît les zones plus urbanisées ou industrialisées. Alors, mais tout ça, c'est manuel. Donc on doit passer à une autre étape qui est l'automatisation. Et j'en aurais presque fini. L'automatisation de cette mesure, on y travaille au laboratoire. Et Luc est un acteur important dans cette direction. On a développé j'en ai déjà parlé il y a 2 ans, mais on a avancé depuis, un photomètre qui a le pied marin et qui va être embarqué sur le Marion Dufresne l'année prochaine, au début de l'année. On va installer dans le cadre d'un projet qui s'appelle MAP-IO. Il y a eu un financement qui implique, j'ai déjà mentionné ici, un gros projet de l'Université de La Réunion et avec des labos de la métropole, dont le laboratoire d'optique, du LAMP aussi, pour d'autres techniques de mesure, LAMP, laboratoire de Clermont-Ferrand, qui vont installer des instruments sur ce bateau. Donc c'est un grand défi, hein, de réarmer ce bateau avec de l'instrumentation scientifique pour échantillonner l'océan Indien, en l'occurrence, et un petit peu plus au sud, pour caractériser les aérosols. Donc nous, on a ce projet avec Luc de mettre un photomètre automatique. Alors on le teste depuis un certain temps, hein. C'est pas très très facile. Et vous avez ici un test qu'on a fait récemment au large de Boulogne sur un bateau de pêche. Donc ça ne peut pas être plus compliqué à tester que sur un bateau de pêche de cette dimension. Ça bouge beaucoup, c'est vraiment des tests qui ont été faits récemment. Et vous avez les premières mesures en mode autonomie, c'est-à-dire que le marin-pêcheur, il ne s'est pas du tout occupé de l'instrument. Il a fait son boulot, il a conduit son bateau, il a travaillé, et le photomètre, il a fonctionné tout seul. Et vous avez ici les points de couleur représentent l'épaisseur optique qui ont été donc obtenus par ce photomètre en mode autonomie le 11, il a fait une sortie le 11 septembre. Le 11 septembre 2020, c'est aussi un moment où vous avez ces panaches qui commençaient, qui étaient au-dessus de la France. Et on voit bien que les niveaux d'épaisseur optique ne sont pas faibles, hein. Ils sont 0,6, 0,7, donc on est passé, on a échantillonné ce panache en faisant ce test, donc c'était intéressant à mentionner. Voilà, il me reste 2 transparents. Alors pourquoi je reviens sur ce super graphique qui représente mes mesures Callitou à Lille? Parce que là, je les ai tracées moi-même. Je récupère les données,
j'ai mon graffeur préféré, je les trace. Donc là, on va bientôt changer de dimension et vous allez en profiter avec un développement qui a été fait, je vais juste l'introduire, par Jacques, enfin, c'est permis par Frédéric, par Jacques, tout le monde s'y est mis. Maintenant, il y a un réseau qui va pouvoir prendre naissance et qui va intégrer les mesures de chacun, s'il souhaite les partager, il ou elle souhaite les partager. Donc ça vous sera présenté dans l'atelier par Jacques. Et ce que vous pourrez, c'est voir les mesures, voir instantanément presque, si vous voulez partager, les mesures que vous aurez faites, accessibles, à travers une carte. Et vous allez pouvoir, en cliquant sur le numéro de l'instrument, voir la série temporelle correspondante. Il n'y aura plus besoin de la tracer. Vous pourrez, vos élèves, regarder et interpréter ce qui se passe, sous réserve que les mesures aient été bien faites, et commencer à interpréter ce qui se passe là où ces mesures sont faites, et bien aussi chez les autres, hein, puisque si tout le monde joue le jeu, si tout le monde partage, ce sera possible. Voilà, c'est un réseau. Et Jacques et puis Frédéric continueront l'après-midi à vous parler de ça. Je pense que c'est un très bel outil qui sera encore perfectionné, mais qui était nécessaire et qui est maintenant en place. Voilà. Je remercie Jacques aussi pour ça. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais comme je n'étais pas là l'année dernière, ce n'est pas une excuse. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions maintenant ou après sur